Bonjour, je me présente, Michel Labrèche. Alors, dans le cours de la diffusion de mon livre, Les pouvoirs de la magicienne, j'ai eu l'idée de faire un film qui rassemble des grands créateurs, des personnes innovatrices, des personnes qui ont des talents, des personnes qui ont des compréhensions et qui utilisent des produits qui sont un petit peu en dehors des sentiers battus. Alors, dans ce mode-là, j'ai rencontré mon ami Stéphane Labelle il y a environ 2 ans. Stéphane, c'est un chercheur, quelqu'un qui s'est posé des questions toute sa vie, puis quelqu'un qui est très versé en électronique, en informatique, en mathématiques, puis beaucoup de choses, tellement qu'il y a des inventions à son crédit. Et on va parler aujourd'hui des inventions parce que dans le cours du film, on peut déterminer c'est quoi la situation actuelle, qu'est-ce qu'on devrait faire à propos de ça, et quelles sont les propositions donc on va amener sur la table. Parce que c'est facile de critiquer, mais si on ne remplace pas par ce qui ne marche pas par quelque chose qui est plus fonctionnel, on a un problème. Alors, bonjour Stéphane, ça va? Oui, ça va bien. Merci pour l'invitation. Bon. Alors écoute, on va faire ça de façon très consensuelle, là, parce que finalement, c'est comme si on est deux amis qui discutent autour d'une table. Puis on va pointer aux gens, donc finalement, dans quelle direction on veut les envoyer. Donc, moi, je sais que tu as beaucoup plus d'inventions, puis on a juste 1 heure de temps, donc on ne pourrait peut-être pas faire le tour complet de tout, mais on va quand même en parler en survol puis en profondeur à certains niveaux. Alors, la première invention qui me vient en tête, c'est ta nanotechnologie. Je vois que tu as amené ici des projecteurs qui finalement vont bénéficier de cette technologie-là. Puis explique-nous un jour qu'est-ce que ça fait, parce que finalement, c'est par rapport aux pertes énergétiques, que ce soit dans des maisons ou que ce soit dans des appareils électroniques. Explique-moi comment ça fonctionne, la nanotechnologie que vous avez comme découvert et développée. Je fais partie d'un groupe, en réalité, qui est capable de laisser passer des fréquences idéales pour que ce soit pour faire pousser des plantes ou conserver de l'énergie à l'intérieur d'une maison ou à l'intérieur d'un véhicule comme des autobus, par exemple, pour diminuer les coûts énergétiques pour la climatisation, puis le chauffage aussi. On peut sélectionner les fréquences, les longueurs d'onde lumineuses pour optimiser le rendement de croissance pour différentes plantes, par exemple, pour permettre justement d'avoir des récoltes plus abondantes, plus facilement, à plus faible coût. Donc finalement, toi, dans le fond, votre technologie, c'est surtout par rapport, quand on a, exemple, des fenêtres, quand on a un édifice, quand on a un appareil, il y a toujours une partie de la lumière qui va passer à travers la fenêtre, puis il y a une partie qui va être rebondie, réfractée, réfléchie, une partie qui va revenir à l'intérieur, puis une partie qui va aller à l'extérieur. Si on regarde pour le chauffage, le principe, c'est ça, on est l'hiver, puis on chauffe une propriété, exemple. C'est bien évident qu'on veut garder la chaleur à l'intérieur pour pas que ça coûte trop cher. Alors, on a toutes sortes de modes de chauffage, que ce soit biénergie, huile, le feu, foyer. Mais si on est bien isolé au point de vue de notre propriété, finalement, on va être capable donc d'économiser, puis ça va être beaucoup plus écologique. Alors, explique-nous comment ça marche un peu la nanotechnologie, parce que tous les gens, moi en tout cas dans ma tête, nanotechnologie, c'est une technologie qui est très petite, mais on a toute l'impression que c'est comme des mini-robots, puis on se dit comment ils peuvent fabriquer des mini-robots qui sont tout petits, tout petits. Comment ça marche? En réalité, c'est des simples oxydes. C'est des matériaux qui sont à l'échelle nanométrique, qui sont capables de filtrer, de laisser passer ou de réfléchir certaines fréquences. Le but de cette technologie-là pour les immeubles, c'est de laisser passer le maximum de lumière visible possible pour pas qu'à l'œil, on puisse percevoir le fait qu'on a appliqué cette substance-là sur les fenêtres, parce que le but d'une fenêtre, c'est de pouvoir voir à travers. Il ne faut pas que ça soit opaque. Il existe entre autres les technologies LOE, qui s'appellent Low Energy, qui permettent d'économiser quand même pas mal d'énergie déjà, mais notre technologie permet d'économiser encore plus d'énergie, mais excepté au lieu de laisser passer seulement 60% de la lumière comme le LOE fait, cette technologie-là permet de laisser passer au-dessus de 80% de la lumière. En réalité, c'est qu'on bloque moins de 10%, moins de 8% de la lumière visible. Donc, c'est ça, l'idée, c'est que on est capable de bloquer complètement les ultraviolets, les empêcher de rentrer à l'intérieur de la maison. Ça peut avoir plusieurs bénéfices, entre autres surtout au niveau énergétique, mais aussi ça peut faire durer les tapis, les meubles plus longtemps, protéger la peau des résidents. Dans quel sens ça va faire vivre un tapis plus longtemps? Parce que les ultraviolets font changer la couleur. Ah oui, ça je le sais. Chez nous, j'ai des sofas qui étaient rouge-vin qui sont rendus orange. Exact. Okay. C'est ça le but, que ce soit même dans un avion ou un autobus. La durée des tissus va être prolongée
prolonger d'une façon importante si on empêche les ultraviolets de rentrer. Mais pour, par exemple, un autobus, si les ultraviolets ne rentrent pas dans le pare-brise, ça va protéger les yeux puis la peau du chauffeur, par exemple. Donc, ça va faire l'équivalent des lunettes UV. Oui, mais d'une façon encore plus efficace. On est capable de bloquer 99%, même 99,9% des ultraviolets. Mais la partie qui est la plus importante au niveau énergétique, c'est les infrarouges. Les infrarouges représentent au-dessus de 70% de la quantité d'énergie qui est transmise par le soleil. Donc, on veut empêcher cette énergie-là de rentrer l'été pour économiser les coûts énergétiques au niveau de la climatisation. Tu peux faire un immeuble qui est très efficace au niveau énergétique, mais les fenêtres, ça reste toujours un problème. On ne peut pas être R40 au niveau des vitres, mais l'énergie passe à travers les fenêtres de deux façons, par conduction et par radiation. Nous, au niveau de la radiation, on réussit à faire des choses incroyables. On est capable de bloquer au-dessus de 90% des infrarouges puis 99% des ultraviolets, ce qui est quelque chose qui n'existe pas à venir jusqu'à maintenant. Puis en plus de ça, c'est qu'on l'applique, puis c'est pratiquement pas perceptible au niveau visuel. Pour les néophytes, c'est quoi la différence entre la conduction et la radiation? La conduction, c'est, comment je dirais, c'est quelque chose qui se fait naturellement à travers une paroi. C'est un transfert physique, c'est ça? Oui, c'est ça. C'est dépendamment de la sorte de matériel, il y a une différente capacité de conduire la chaleur directement. Tandis que la radiation, c'est comme une forme de lumière qui traverse. La radiation, c'est plus comme subtil, c'est comme relié à la lumière, tandis que la conduction, c'est plus physique, le transfert physiquement de molécules qui se touchent dans la matière qui fait la fenêtre. La radiation, c'est une forme de lumière, oui. OK. Donc, finalement, puis c'est quoi la différence dans cette technologie-là? Exemple, puis on voit tous qu'il y a des gens qui ont des fenêtres avec un gaz comme l'argon, qui fait un peu ça, puis qui a l'air d'être chimique un peu. Fait que vous, c'est quoi finalement la différence? C'est complémentaire. L'argon, l'idée, c'est que lui, il diminue la conduction, mais il n'affecte pas la radiation. La transmittance. Tandis que nous, ce qu'on affecte, c'est la transmittance. On est capable de réfléchir les ultraviolets puis les infrarouges d'un côté comme de l'autre. Même l'hiver, c'est que les infrarouges, si tu regardes une maison avec une caméra infrarouge, tu vas voir que les fenêtres laissent passer les infrarouges d'une façon incroyable. On peut se poser la question, si on bloque les infrarouges, on empêche les vitres de laisser passer le soleil, mais l'hiver, dans des zones comme ici, mais la beauté, c'est qu'on est capable d'adapter le produit pour différentes régions. Mais pour des régions nordiques comme le Québec, c'est préférable de bloquer le maximum d'infrarouges parce que la quantité d'infrarouge qui va rentrer l'hiver versus la quantité d'énergie sous forme d'infrarouge qui sort, il y a beaucoup plus de pertes que de gains, à moins d'avoir une orientation face au sud, puis un axe des vitres à 45 degrés, par exemple. OK. Fait que finalement, si on regarde ça, moi, en tête, j'ai toujours l'idée des annonces, le Pink Panther, là, Pink Insulation, là, puis tu vois, quelqu'un qui a une maison, puis que les fenêtres sont tellement mal isolées que là, ils mettent des dollars qui sortent par les fenêtres l'hiver parce que ça te coûte de l'argent pour chauffer l'intérieur, mais comme tu perds ton énergie par radiation, à ce moment-là, il faut que tu continues constamment. C'est comme quelqu'un qui serait hémophile. Tu continues constamment, doit être nourrir. Est-ce que le gaz, l'argon, puis finalement ta technologie en nanotechnologie, est-ce que c'est compatible? Est-ce que c'est complémentaire ou si on a un, on n'a pas l'autre? Comment ça fonctionne? C'est complémentaire, mais le problème avec l'argon, c'est que ça ne reste pas dans les fenêtres plus que 2 ans d'une façon vraiment efficace, tandis que ce produit-là va durer aussi longtemps que les vitres. OK. Et puis, la question coût, est-ce que c'est abordable? Parce que si vous avez une technologie puis ça coûte comme des milliers de dollars, bien là, les gens vont dire oui, mais est-ce qu'on peut rentabiliser notre investissement rapidement si on applique ça? Puis ça coûte combien pour une maison standard? L'idée, c'est que, en bout de ligne, pour une fenêtre déjà existante, pour le client, l'impact va se rembourser en moins de 2 ans. Donc, c'est très court comme laps de temps. Je pense que c'est pas mal le meilleur investissement qu'un humain peut faire. Parce que ça ajoute de la valeur à son immeuble. Si son immeuble consomme moins d'énergie, naturellement, parce que s'il rembourse son investissement en moins de 2 ans pour une nouvelle fenêtre, il m'a accepté que sa bâtisse puis ses fenêtres durent 50 ans, on n'a pas besoin de calculer longtemps pour considérer que c'est avantageux. Puis pour des fenêtres déjà existantes, on peut appliquer le produit, puis ça va se rentabiliser en moins de 3 ans
Mais dans ce cas-là, c'est un petit peu plus subtil. Il va falloir faire des calculs, mais ça se fait facilement. On est capable de rentabiliser. En bout de ligne, le coût de l'installation se rembourse en dedans de 3 ans en considérant les économies d'énergie seulement. Pour les fenêtres déjà existantes, dans plusieurs cas. Pas dans tous les cas, mais on a les simulateurs. On travaille avec l'Université Concordia pour faire des simulateurs numériques pour assurer que l'investissement va être rentable. Mais finalement, quand on regarde ça, est-ce qu'une maison standard, exemple de 2500 pieds carrés, qui a 2 étages, qui est déjà existante, est-ce que ça s'adresse à ce marché-là? Ou c'est plutôt des gens qui ont des gros buildings comme un 48 logements ou un édifice commercial avec des entrepôts, etc.? Qu'est-ce qui est bon? Est-ce que le tout peut marcher? Le tout peut marcher, mais c'est sûr que notre marché premier, c'est les gros immeubles. Pour moi, c'est qu'en bout de ligne, mon but, c'est de financer le développement de mes technologies en vendant ces technologies-là en premier au gouvernement. On est en train de faire les calculs puis démontrer que pour le gouvernement, ça va être la façon la plus rentable d'économiser des gaz à effet de serre, entre autres, mais aussi, vu que nos technologies vont permettre de créer des emplois ici puis des opportunités d'avenir incroyables pour les Canadiens et les Québécois, je pense que c'est impossible de passer à côté. C'est sûr que vous autres, vous êtes le développeur. Si vous pensez gros volume, quelqu'un qui a un édifice gros comme l'Empire State Building, c'est intéressant d'avoir un contrat. Mais pour la personne qui est un individu, lui, s'il se dit, ben moi j'ai une maison, puis je te donne un exemple comme ça, tu me corrigeras si c'est pas ça. J'ai une maison, exemple, j'ai des bonnes fenêtres, mais je veux augmenter donc le ratio de perméabilité que je vais garder pour moi. Donc, on va mettre de la nanotechnologie, par exemple, je donne un chiffre comme ça va coûter 6 000 $ pour faire ça. Puis au bout de la ligne, bien, si je chauffe, exemple, je ne sais pas moi, 500 $ par année ou 1000 $ par année, bien, après quelques années, au lieu de payer, exemple, Hydro-Québec, bien là, je vais payer un prêt que je vais prendre avec une institution financière pour financer ça. Finalement, mon déboursé va être pareil. Moi, personnellement, si on me dit, tu payes 1000 ici puis 500 là, 1500 là, moi, ça me coûte 1500. Mais si j'ai une technologie qui fait que, comme je suis obligé de la payer, puis qu'au bout de la ligne, après 5 ans, il n'y aura plus ça, ça va être payé. Mais ça ici, ça ne sera plus 1500, ça va être 1000. Exact. Là, tu m'intéresses. Mais c'est ça l'idée, c'est qu'en bout de ligne, il existe des subventions, il existe des systèmes de financement qui font en sorte que pour même le résidentiel, ça se paye en dedans de 3 ans avec les économies d'énergie seulement. On n'a pas besoin d'aller dans les détails. S'il y a des gens intéressés, on est capable de le prouver. Il y a des jardins puis d'autres subventions qui existent pour pouvoir justement financer ça d'une façon facile en dedans de 3 ans. Alors là-dessus, on va regarder ici le projecteur, tu as amené ça, puis là, tu as dit, je pense qu'il y en a un des deux qui a la nanotechnologie, puis l'autre ne l'a pas, c'est ça? Oui, instantanément, tu vas voir, si tu mets ta main au-dessus, tu vas sentir instantanément la différence au niveau de la chaleur. Donc là, toi, tu les allumes, puis là, il y en a un des deux que je vais dire, hey, c'est pas chaud, puis l'autre, c'est totalement chaud. Idéalement, je ne peux pas la laisser allumer longtemps parce que la lumière infrarouge va être réfléchie à l'intérieur, donc il va se bâtir une chaleur à l'intérieur de la lampe pour la lumière et pour la vitre qui est traitée. Oh oui, mais l'important, c'est si l'intérieur de la lampe, si c'est ma maison, je vais être content qu'il y ait de la chaleur dans la maison quand on est l'hiver. Tu as tout compris. Mets ta main au-dessus d'une, puis mets ta main au-dessus de l'autre en même temps. OK, mais celle-là est super chaude, puis celle-là est comme pas chaude du tout, ben, un petit peu, là. Mais il y a une grosse différence, là. Exact. Parce que ici, je pourrais la laisser assez longtemps, puis ici, là, ça commence à me picoter sur cette main-là. Exact. Alors, je vais me faire ça pour la caméra. Donc ici, là, je vais vous dire qu'ici, c'est comme... ça, c'est comme chaud comme une douche chaude. Ça, c'est chaud comme plus qu'un métourbillon chaud. Là, c'est comme... Ça brûle. Ça brûle. Là. Si je laisse ça ici plus que 10 secondes, je suis obligé d'enlever ma main là, parce que ça me fait mal. Donc, ta nanotechnologie, c'est sûr qu'elle est ici. Tu as tout compris. Et voilà. Bon. Alors, ça, c'est pour la première des inventions. T'en as plein. Tu es un joueur de poker puis tu as plein d'as dans ta manche. On va en parler d'un autre. Ben, l'avantage de celle-là, c'est que c'est une technologie qui existe déjà, qu'on met sur le marché maintenant, puis elle est déjà certifiée, donc c'est sans risque. In concreto. Ça, c'est parfait. La prochaine technologie qu'on va parler, on va sauter un peu du coq à l'âne. On va parler ici d'un moteur, que tu avais accès à un moteur qui faisait beaucoup d'explosions par cycle par rapport à un moteur ordinaire qui a peut-être 8 explosions par cycle. Tu en as, je pense, 32. Explique-moi c'est quoi la différence dans un moteur conventionnel, parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont des néophytes et qui ne connaissent pas tout à fait ça. Et puis la différence entre qu'est-ce qui se passe dans un conventionnel puis qu'est-ce qui se passe dans ton moteur, puis c'est quoi la différence de performance, exemple, entre les deux. Vas-y. La partie la plus importante, c'est ce que tu viens de souligner, c'est l'aspect performance. Le moteur dont je te parle, moi, que j'ai développé les concepts de base, puis qui sont certifiés par des études,
permet d'obtenir un niveau d'efficacité 3 fois supérieur. C'est pour moi la clé. Et si on a besoin de 3 fois moins de carburant pour pouvoir arriver au même résultat, ça fait au niveau autant financier qu'au niveau des impacts environnementaux une différence énorme. Donc, si j'ai une voiture qui fait, exemple, 30 km au litre ou whatever, bien là, avec ton affaire, de la façon que les explosions se font, ça va faire 90 km au litre, c'est ça? Ça consomme 3 fois moins d'essence. Exact. Donc, c'est sûr que ça devrait être très apprécié par les consommateurs quand ça va être sur le marché, parce que tout le monde va voir un moteur comme ça, même s'il y a des coûts reliés au développement, à la recherche et développement, c'est sûr. Sans compter le fait que le moteur va peser 5 fois moins pour avoir la même puissance. Donc, parce que le moteur conventionnel, comme tu le disais, en réalité, un moteur 4 temps doit faire 4 mouvements pour réussir à faire une explosion, tandis que le moteur dont je te parle, c'est un moteur pour chaque tour qu'il fait sur lui-même, a 32 explosions. Donc, le rapport poids-puissance est incomparable. Tu es capable d'avoir 5 fois plus de puissance pour le même poids. Donc, particulièrement pour les bateaux ou les avions, où le poids de carburant est très important. Puis, pour les camions, entre autres, si tu ne transportes pas un moteur qui pèse des milliers de kilos, comparativement à un moteur qui pèse beaucoup moins, mais en plus il y a moins de friction à ce moment-là, donc on fait un meilleur rendement. Il n'y a aucune valve dans ce moteur-là. C'est comme si c'était une turbine, mais une turbine à explosion. Au lieu que les composantes soient en constant contact avec les gaz chauds, à cause que c'est comme une turbine à explosion, les composantes sont en contact avec le gaz le plus chaud, seulement 1/2 centième du cycle. Donc, on peut faire une explosion à plus haute température d'une façon plus efficace avec un rapport poids-puissance inférieur à une turbine. Donc, moi, je suis habituel, puis tout à l'heure, tu parlais des 4 temps, puis là, tu as fait comme ça ici, là, comme un violoniste, OK? Et là, après ça, tu parles de l'autre qui est comme ça. Est-ce que ça veut dire que lui, c'est un moteur rotatif? C'est un moteur rotatif. C'est 2 croix qui bougent une par rapport à l'autre. Okay? Puis tu as un endroit où le mélange air-carburant rentre. Quand un piston se déplace par rapport à l'autre, le mélange air-carburant rentre, mais en même temps, le mélange air-carburant se comprime entre l'autre croix, l'autre piston qui est en haut, puis dès que ça se déplace, tu as une explosion en haut, tu as une explosion en bas, en avant du piston, puis en arrière. Donc tu as 8 pistons à l'intérieur de ce moteur-là, puis tu as 4 explosions par piston, ce qui fait 32 explosions par tour. Simple comme bonjour. Alors, tu disais tout à l'heure que c'était bon pour les bateaux et pour les avions, OK? Parce que c'est sûr que les avions, le poids du kérosène représente un pourcentage très élevé de l'avion quand il se transporte. Puis d'ailleurs, au-dessus de chez nous, il y a à peu près 6 mois, j'étais à l'extérieur avec un ami en train de prendre une bière, puis on a vu quelque chose qu'on a vu à la télé, c'était un avion chinois qui partait de Montréal, qui était obligé d'utiliser tout son carburant en à peu près 5 secondes. Ça a été spectaculaire comme un feu d'artifice au-dessus de chez nous. Là, on a vu tout le kérosène qui a été, puis il y a un passager qui l'a filmé à partir du hublot. Mais moi, dans ma tête, j'étais là, au premier loge, c'est arrivé en haut de chez nous, à Wentworth, et là, on a vu tout le carburant. Et la personne avec qui j'étais, son fils est pilote d'avion pour Air Canada. Et il a dit, oh boy, ça c'est un tel type d'appareil. Il dit, lui, ça va pas bien, parce que si tu fais ça, là, il va atterrir d'urgence à Ottawa. Et le soir, aux nouvelles, c'était exactement ça. Et ça veut dire ça, que quand, avec ton moteur, si on l'adapte sur des avions, des bateaux, le rapport poids va faire en sorte que la performance va être meilleure. Puis si on a plus d'explosions, puis qu'on a 3 fois plus de rendement de 1000 aériens au gallon, alors moi j'ai une solution pour toi, tu vas partir une compagnie d'aviation, puis tu pourrais appeler ça Air Carburant, au lieu d'Air Canada. Le Québec puis le Canada, on a des grandes surfaces à couvrir, entre autres, puis on est dans les leaders au niveau de l'aviation. Entre autres, le moteur en question, j'aimerais le faire fonctionner au gaz naturel liquide pour augmenter encore davantage son efficacité. Puis idéalement, même mettre un petit peu d'hydrogène là-dedans, parce que si on fait ça, l'hydrogène, entre autres, transporte 3 fois plus d'énergie par kilogramme. 50% du poids transporté par un avion actuellement, c'est le poids de carburant. Si on est capable de diminuer jusqu'à 10 fois le poids de carburant nécessaire pour faire le même travail, on va transporter plus de choses. Mais avec la valeur du carbone, des crédits de carbone qui est en train d'augmenter à au-dessus de 100 $ qui est prévu d'ici 2 ans, la tonne, le peu de frais de carburant qui va rester pour l'avion va être plus que compensé par les crédits de carbone. Donc l'avion, au lieu d'avoir des frais de carburant, va avoir des revenus de carburant parce que le carburant qu'elle va faire brûler
va faire économiser tellement d'impact environnemental que ça va permettre de faire en sorte que l'avion, ça ne coûtera plus rien. Elle va s'auto-subventionner finalement. Exact. Elle va même créer des revenus. Puis pour l'aspect militaire, tu peux imaginer que si tu as 10 fois moins de poids de carburant, ça pourrait avoir un intérêt. C'est un avantage tactique total parce que tu peux te déplacer plus vite, puis Plus peut-être sur longtemps. une longue portée, etc. Exact. Exact. Alors, c'est des technologies qui vont faire en sorte qu'un jour, on va peut-être voir ton nom dans les journaux dans le bon sens. Parce que, et je trouve ça bien intéressant, mais là, tu parlais justement donc, que tu voulais peut-être faire ça avec de l'hydrogène et avec Du gaz naturel. gaz liquide. Je le sais, j'ai certaines notions de biologie. Le gaz liquide, là, je pense que c'est à moins 160 degrés. Là, ça ne doit pas être pratique de rendre ça à cette température-là pour rendre le gaz liquide. Ce qui est incroyable, on pense vivre dans une époque où on est évolué au niveau technologique, mais 25% de la valeur économique transportée par le gaz naturel, c'est le froid. C'est l'énergie liée à la liquéfaction du gaz naturel. Si on pouvait, par exemple... Ça coûte cher, autrement dit. Créer du gaz naturel liquide, ça coûte un bras. Au niveau énergétique, parce c'est que 25%. C'est 25% du coût C'est du une gaz. grosse partie du coût. C'est pas l'extraction, c'est pas le... C'est ça. Mais les lois de base de la physique, les lois de Carnot qu'on appelle, c'est un physicien qui a existé, qui a dit le maximum que tu peux obtenir d'efficacité mécanique avec un moteur, c'est égal à 1 moins la température froide sur la température chaude. Si tu as accès, si ton carburant te permet de transporter une référence à moins 161 degrés, ça fait en sorte que tu peux te rendre jusqu'à 98% d'efficacité mécanique. Donc, si le petit moteur qu'on a développé permet d'arriver à 98% d'efficacité mécanique, on vise 90%. C'est quand même au-dessus de 3 fois qu'est-ce qui existe dans justement les turbines qui alimentent les avions. Un moteur à explosion peut arriver à 35% d'efficacité mécanique, mais les turbines sont limitées au niveau de la température maximale qui peuvent faire brûler les gaz parce que les composantes sont en constant contact avec les gaz les plus chauds. Puis à cause de ça, il y a des limites pour faire en sorte que la turbine puisse avoir une durée de vie qui est intéressante. Est-ce qu'il faut à ce moment-là faire une conception d'un moteur spécifique qui va être capable de tolérer les très hautes températures générées par la combustion de ce fameux processus-là que tu as? On peut faire ça en aluminium. Ah oui? Non, parce que on va stabiliser la température de combustion. On a des choses subtiles. Les Allemands, dans la Deuxième Guerre mondiale, ont démontré une technologie qui permet de mélanger de la vapeur d'eau avec le carburant pour optimiser la combustion du carburant en question, puis d'arriver à des niveaux de performance déjà plus élevés, en diminuant en plus de ça les impacts environnementaux. Mais vu que c'est trop performant, c'est pas quelque chose qu'on peut utiliser encore aujourd'hui. Tu parles pas du moteur à eau de Schamberger? Non. On parle de ce qui était utilisé dans les Spitfire, qui faisait en sorte que les avions étaient capables de rouler plus vite, puis que les Américains ont réussi à copier par la suite. Ouais. Puis il y en a d'autres par la suite qui ont recopié cette technologie-là, mais c'est drôle, on ne l'a pas encore dans nos voitures. Mais si on combine le fait qu'on peut faire bouillir l'eau à une pression et une température prédéterminée idéale pour que l'eau devienne parce qu'il n'y a pas de valve dans ce moteur-là. Le moteur peut servir de compresseur, peut servir d'expander, ça veut dire que si tu as de la vapeur d'eau, il y a une version de ce moteur-là qui sert comme d'une turbine à vapeur. Puis on fait tout ça en même temps que l'explosion à l'intérieur du moteur. Puis la personne qui a certifié ma technologie de désalinisation et de refroidissement, c'est, à ma connaissance, la personne la plus connaissante au niveau de la vapeur d'eau supercritique. Bon, alors là, tu viens d'ouvrir la porte à ta troisième invention, donc ton fameux mélange, d'eau saline et d'eau régulière avec de la glace. Explique-moi ça, parce que moi, j'ai trouvé ça brillant quand tu m'as dit, Michel, le zéro absolu, c'est moins 273 degrés Celsius. On appelle ça le zéro Kelvin. Mais quand on a du gaz liquide, c'est à moins 160. Mais là-dedans, il y a plein de chaleur. Fait que moi, je pense de façon linéaire. Puis quand je vois moins 160, là, tu mets ton doigt dehors, il explose quasiment tellement c'est froid. Mais c'est vrai que si on compare avec moins 273, ça nous laisse un 113 degrés théorique qu'on peut techniquement être capable d'extirper de ça. Alors, comment cette invention-là t'es venue à une idée, puis comment tu parlais de ton grand-père que tu avais initié quand tu étais jeune? OK.
On mélange bien de choses. Il y a Oui, plusieurs c'est questions ça. dans la même question. Oui. C'est sûr que la motivation qui m'a motivé à développer les technologies que j'ai développées, c'est justement mon grand-père qui me disait, si tu sèmes une graine de carotte, tu ne peux pas t'attendre à récolter du chou. Puis de la façon qu'on est en train de traiter la terre en ce moment avec les pesticides, les insecticides, la pollution dans l'air puis dans l'eau, il me disait, quand tu sèmes le vent, il faut que tu t'attendes à récolter la tempête, puis quand tu vas être grand, je pense que ce que tu vas être obligé de faire face à, c'est ça. Il me dit, je sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression que si tu veux, tu pourrais apporter des solutions. Puis il a semé cette graine-là, sachant que les graines germent, ça a fait en sorte que lui, il vivait, c'était un fermier biologique. Il y avait une terre sur laquelle le seul moteur qu'il y avait, c'était la pompe à eau. Le reste, c'était les chevaux, les vaches, les poules, les cochons. C'était tout naturel, tout était recyclé. Puis c'était un amoureux de la nature. Puis il m'a amené voir les castors à l'autre bout de sa terre. Puis sa relation avec les animaux, c'était wow. Fait que c'est lui qui m'a donné cette passion-là pour la nature. Puis mon but, c'est ça, de faire. Vous voyez, le livre que j'ai écrit pour protéger ma propriété intellectuelle, ça s'appelle L'abondance pour tous. Parce que, contrairement à ce qu'on a essayé de nous faire croire jusqu'à maintenant, en disant qu'il n'y a pas assez de pétrole pour plus que 20 ans. Les ressources sont rares. Les ressources sont rares, on doit les vendre à un prix de fou, puis tout ça. Mais en réalité, il y a du pétrole pour les 500 prochaines années facilement, même si on les utilise d'une façon complètement stupide comme on le fait actuellement. Les hommes, en passant préhistorique, étaient capables d'allumer une lampe à l'huile en faisant mettre le feu, exemple, à une nappe d'huile qui était à la surface de la terre. On n'a pas tellement perfectionné le système. On fait des affaires qui se faisaient il y a longtemps. C'est pas tellement innovateur. Tandis que toi, ce que tu fais, ça, c'est très innovateur. Imagine qu'on... C'était quoi la question? Il y en a tellement en même temps. Ben, j'ai parlé de ton grand-père, mais l'autre affaire, j'ai dit, bon, tu as ouvert la porte sur le mélange d'eau et salé, et comment est-ce que tu peux réussir à extraire la chaleur quand tu es déjà à moins 160, qui est déjà très froid. Il y a sûrement une manière technique, mécanique, parce que tu as un procédé d'invention qui est patenté, qui est donc fait l'objet d'un brevet. Ben, l'idée, en réalité, c'est que le liquide, le mélange aux glaces, c'est le meilleur liquide connu par l'homme pour transporter du froid. Okay? Ça, c'est un autre magicien qui a mis cette idée-là dans ma tête quand j'étais au secondaire, M. Bertrand Boulouin, un professeur de mathématiques. Mais pourquoi c'est le meilleur médium pour transporter? La densité de l'eau est élevée. De deux, pour chaque mètre cube d'eau que je désalinise, je transporte 141 kWh de refroidissement. Je suis capable de désaliniser de l'eau en produisant un mélange aux glaces parce que la glace, en se formant, devient de l'eau pure naturellement. Mais le liquide en question, le mélange aux glaces, c'est déjà connu pour être le meilleur liquide connu par l'homme pour transporter du refroidissement. Mais à venir jusqu'à maintenant, moi je me suis posé la question à partir du moment où ce professeur-là, quand j'avais à peu près 18 ans, m'avait parlé de ce liquide-là comme étant quelque chose d'incroyable et de magique. Je me suis posé la question, mais qu'est-ce qu'ils font avec ça? On n'entend pas parler. Pourquoi ils ne l'utilisent pas à grande échelle? Puis moi, la première chose que j'ai développée, c'était une technologie solaire qui est vraiment révolutionnaire, qui va permettre de produire de l'électricité 24 heures sur 24 pour moins cher que les carburants fossiles. Mais pour optimiser le rendement de ces centrales solaires-là, parce que les centrales solaires, idéalement, sont faites pour être dans des régions où il fait beaucoup de soleil, où il fait quand même assez chaud l'été. Le problème est que la performance de ces systèmes solaires-là dépend de la référence froide. Donc, je voulais transporter une référence froide pour alimenter mes systèmes solaires. Puis, une grande partie des déserts, des endroits les plus ensoleillés, en réalité, sont proches quand même des océans. C'est ce que je me suis dit, 97% de l'eau sur la Terre est salée. Mais aussi, si on va profondément dans la mer, l'eau est froide, même dans les régions les plus chaudes au monde, l'eau profonde est froide. Les fosses abyssales, effectivement, il fait froid puis il fait noir. Puis si on va à 600 mètres de profond, il y a 95% moins d'oxygène dans l'eau à cause que la vie marine, le plancton ne se retrouve pas là parce qu'il n'y a pas d'énergie lumineuse. Donc, je me suis dit, on pourrait alimenter un cycle de refroidissement qui transformerait l'eau salée en mélange aux glaces pour transporter la référence froide qui est disponible là. Ça a été certifié
par l'Université de Montréal, l'École polytechnique de l'Université de Montréal, ont fait une étude assez poussée pour valider le fait que si on alimente un cycle de refroidissement avec le mélange eau glace, on est capable de faire économiser 82% des coûts énergétiques pour climatiser un immeuble, même dans les endroits les plus chauds au monde. À cause qu'on transporte une référence froide avec un mélange eau glace, qui est, comme je t'expliquais, le meilleur liquide connu par l'homme. Il y a plusieurs raisons pour lesquelles c'est le meilleur liquide connu par l'homme. Un tuyau de 1 mètre est capable de transporter 1000 MW, 1 gigawatt de refroidissement, sur une distance d'au-dessus de 100 km en perdant moins de 5% du refroidissement qu'il transporte. Il n'y a pas de perte. C'est pas comme dans les lignes électriques, on est obligé d'avoir des gaines de caoutchouc pour remplacer la dispersion d'électricité. Les réseaux de chaleur existent déjà, excepté l'idée, c'est qu'en ce moment, ce qu'ils utilisent, c'est de l'eau froide pour transporter le froid. Mais nous, on transporte 10 fois plus de refroidissement par volume d'eau avec le mélange eau glace. Donc, on a besoin de 10 fois moins de volume d'eau pour faire le même travail. Puis la perte par friction dans le tuyau est proportionnelle à la vitesse au carré. Donc, on a 100 fois moins de perte par friction pour la même quantité de refroidissement pour une même distance dans un même tuyau. Donc, on est capable de transporter sur des plus longues distances. Puis en plus de ça, le fait qu'on a un potentiel qui est 10 fois plus grand par volume fait en sorte que même si on a perdu la même quantité de refroidissement qu'eux autres, on a quand même perdu presque rien par rapport à ce qu'on transporte. Fait que toi, finalement, tu dis que c'est l'abondance pour tous. Ton but, quand tu fais tes inventions de même, est-ce que c'est de faire de l'argent ou c'est d'aider des gens sur la Terre ou c'est les deux en même temps? Parce que ton titre me fait penser qu'au niveau conscient, spirituel, si tu aides la planète, tu vas semer des bonnes graines, puis tu vas récolter des carottes, des choux, toutes sortes de choses. Parce que finalement, si on y va de façon standard, on est confiné dans un mode finalement basé sur les profits puis autres, puis il faut que ça soit payant entre guillemets pour toi puis pour tout le monde. Mais pour le consommateur, si lui il va économiser, c'est peut-être moins bon pour les grosses sociétés d'État, par exemple, s'ils ont moins de gigawatts à vendre parce qu'on a des consommations qui sont vraiment bonnes. Je sais que c'est tout documenté, là. T'imagines si, ça ici, on est capable de faire un immeuble, okay, qui va générer 5 fois plus d'énergie qu'elle consomme. Tiens là, moi j'ai trop bu de café en attendant que t'arrives. Mais pourquoi il va générer plus d'énergie qu'elle la consomme? Parce qu'à cause des fenêtres? Ben non, oui, ça me prend justement... Avec la nanotechnologie? Oui, ça me prend les fenêtres pour réussir à arriver à ça. Mais en plus de ça, j'installe le système de refroidissement parce que dans les endroits désertiques, dans les endroits les plus chauds au monde, au-dessus de 70% d'énergie consommée, c'est pour la climatisation. Ouais. Si on est capable de diminuer de 80% les coûts énergétiques pour la climatisation puis en plus de ça, on désalinise l'eau, on fournit de l'eau, puis le système solaire qui est sur le toit est capable de capturer l'énergie pendant le jour avec le système de concentration solaire le moins dispendieux connu par l'homme, qui est le système Fresnel. Non, c'est pas du photovoltaïque. Ça peut fonctionner avec du photovoltaïque, mais idéalement, c'est thermique. On capture l'énergie solaire à au-dessus de 500 degrés le jour. Avec un radar? C'est seulement qu'un concentrateur. Ce que tu vois sur le toit ici, là, okay? Ouais. Chacune des rangées, là, ça a 200 mètres de long, ça a 2,5 mètres de large. Oui. Puis les miroirs concentrent toute l'énergie sur le petit tuyau qui est en haut. Okay? Chacun des concentrateurs est capable de concentrer 2 MW d'énergie sur le récepteur en utilisant un seul système de contrôle qui permet... Mais il n'y a pas de miroir parabolique là-dedans. Il y en a-tu? Il n'y en a pas des miroirs paraboliques? C'est pas des miroirs paraboliques, c'est des miroirs plats qui reproduisent l'effet d'un énorme miroir parabolique. Parce qu'aujourd'hui, pour capturer l'énergie à des températures aussi grandes, ils sont obligés d'utiliser des miroirs paraboliques d'au moins 8 mètres. C'est combien gros cette affaire-là? Parce qu'on voit ça, est-ce que ça mesure 8 pieds de long ou ça mesure 3 pouces? Non, c'est à peu près long même puis gros même. Ça coûte à peu près 3 500 $. Là, tu parlais de Fresnel, est-ce qu'il y a quelque chose par rapport à ça ou je mélange des... Ça ici, c'est du Fresnel linéaire. Okay. Mais on a travaillé avec un centre de recherche en optique pour faire en sorte qu'on puisse augmenter d'un facteur de 7 le niveau de concentration pour être capable de capturer l'énergie à des températures plus élevées. Parce qu'à date, le Fresnel linéaire n'était pas capable de capturer l'énergie à des températures au-dessus de 260 degrés. Puis toi, c'est en faisant une réorientation avec l'axe que tu fais ça? Alors là, c'est une optimisation de technologies qui sont toutes concomitantes, puis tu mets des nanotechnologies, puis finalement, ton mélange aux salines... Il n'y a pas de nanotechnologie dans le système solaire. Oui, dans les fenêtres de l'édifice. Oui. On fait tout ensemble. C'est un package deal. Mais l'idée, par rapport à ce que tu me posais tantôt, savoir si on veut que ça soit financièrement intéressant, si ça coûte 100 000 $ à un individu
pour construire un immeuble qui en vaut 400 000, c'est pas difficile à financer. Parce que si la bâtisse génère 3 à 5 fois plus d'énergie qu'elle en consomme, en plus de ça, produit de la nourriture, produit de l'eau, transforme une région qui n'avait aucune valeur, des régions désertiques qui n'ont aucune valeur, si tu les transformes en les régions les plus fertiles au monde. Toi, tu veux les fertiliser, puis en faisant ça, tu vas convertir donc ce qui était aride, extra sec, et tu vas les convertir. Ça veut dire rendre les gens libres. Je pense que Dieu veut qu'on soit libre. En premier, libre en pensée. Le fait que les gens puissent être ouverts à des nouvelles idées, c'est la chose la plus importante. Qu'on croit aveuglément à des choses impossibles, comme le système monétaire actuel, entre autres, pour moi, c'est quelque chose qui n'est pas soutenable. On est en train de tout détruire en fonctionnant seulement qu'en fonction d'une ressource qui n'a aucune valeur en réalité, parce que la valeur du dollar, c'est une valeur qui est complètement artificielle. C'est artificiellement maintenu. Fixé. Tu sais, j'imagine que les banques centrales de tous les pays n'appartiennent pas au pays. C'est certaines familles qui impriment de l'argent sur lesquels on paye de l'intérêt, puis que c'est une valeur qui est complètement fictive. Les plus grandes civilisations dans le passé ont existé pendant des milliers d'années, puis il n'y avait même pas d'argent. Puis ils ont vécu d'une façon harmonieuse avec l'environnement, puis au lieu de vivre en fonction d'une valeur monétaire à court terme, ils vivaient dans le but d'apporter de l'abondance à tout le monde sur une plus longue période. Il faut que ça soit rentable, mais rentable en premier pour l'individu, pour faire en sorte que les gens puissent être libres. Globalement, l'humanité, ça rend tous les individus libres. Globalement, il va y avoir un mouvement de conscience vers une libération du soi pour atteindre un grand niveau de conscience créative qui va permettre une expansion et un épanouissement de l'être. Oui, parce qu'en ce moment, les gens sont trop pris. 99% de l'attention de l'humanité est pris dans le matériel, quand en réalité, 99,9999999% de la réalité de l'être humain est spirituelle. Ouais. Même le matériel, c'est une manifestation de ce qui se passe à l'intérieur. Il y a des anciens écrits qui datent de milliers d'années qui disent as above, so below. As within, so without. C'est ça. Ça va être pareil en haut comme en bas et vice-versa. Mais le plus important, c'est que ce qui se passe à l'intérieur, dans la partie la plus intime de l'être humain, sur le plan spirituel, c'est ça qui est le plus puissant sur l'être humain. Excepté, on a peur que ça ne se manifeste pas, parce que ça ne se manifeste pas toujours dans la matière instantanément. Tandis que si on a une volonté d'accomplir quelque chose de bien sur le plan spirituel, instantanément, sur le plan spirituel, c'est acte. On n'a pas à douter, parce que si c'est acte sur le plan spirituel instantanément, c'est sûr que ça va se manifester sur le plan matériel. Il faut juste être un peu patient. Mais la plupart du temps, l'obstacle, c'est nos peurs dans notre tête, parce qu'on a été préconditionné par les religions, particulièrement parce que pour moi, toutes les religions, c'est le pire ennemi de l'homme, le pire ennemi de Dieu aussi. Parce qu'il s'est mis entre nous et la source de vie. Karl Marx avait dit ça d'ailleurs. Les religions, c'est l'opium du peuple. Parce que souvent, des systèmes de croyances vont aider à vivre un espoir. Mais c'est quoi, je vais dire une chose, il y a beaucoup d'espoir pour le genre humain parce que tout ce qui n'est pas viable a tendance à ne pas se reproduire. Alors malheureusement, ce qu'on vit actuellement, c'est quelque chose qui n'est pas viable et qui va avoir tendance à s'effacer par soi-même parce que c'est pas viable. Donc ça veut dire qu'il faut juste être très patient. Es-tu un homme patient, Stéphane? Ah, t'as même pas d'idée. As-tu une idée? Ça fait combien de temps que je travaille là-dessus? Oui, je pense que tu as travaillé toute ta vie parce que les grands chercheurs, moi, ça fait 40 ans que je suis dans mon affaire, j'ai mis 15 000 heures, puis probablement que toi, ça ressemble un peu à moi. C'est pour ça qu'on se rencontre, puis qu'ensemble, on veut peut-être vouloir changer le monde. J'avais pas imaginé que les gens pourraient être aussi limités dans leur tête, puis qu'on était aussi bien contrôlés par les lobbies. Parce que en réalité, le lobby du pétrole puis de l'énergie est tellement puissant. C'est le lobby le plus puissant qui existe, à part le lobby de la finance. Parce qu'en réalité, il y a de l'énergie dans tout ce qu'on consomme. On s'imagine, on considère seulement que le prix de l'électricité qu'on paye dans notre maison, puis le prix qu'on paye pour l'essence dans notre voiture, mais quand on prend conscience que le prix de notre nourriture double à cause du coût de l'énergie, le prix des matières qu'on consomme double à cause du prix de l'énergie. Puis l'idée, c'est qu'en plus de ça, le système monétaire
imprime de l'argent sur lequel il nous charge des intérêts, puis c'est une ressource qui est complètement fictive, on est esclave d'un système en réalité duquel, comme tu dis, dès que ça va s'écrouler, moi je veux qu'on ait une alternative, c'est tout ce que je veux offrir. Donc tu arrives ici avec une solution de rechange. Exact. Et finalement, juste pour conclure, tu me disais qu'on a vu des technologies, mais on ne voit pas ça, exemple, dans le monde des voitures. Et toi-même, tu m'as demandé il y a quelques temps d'aller voir un site internet, on parlait de M. Stanley Meyer. Oui. Stanley Meyer, c'est en 1996, ça fait quand même 23 ans, c'est pas d'hier, c'est quand même 2 décennies ago, pour dire en arrière. Et cet homme-là avait inventé quelque chose qui était gros comme ça, c'était un dissociateur, donc d'oxygène et d'hydrogène, qu'on adaptait à un moteur pour faire un genre de combustion, comme tu parles dans ton moteur à 32 temps. Et tout ce qu'on sait, c'est que cette personne-là a parlé de ça, puis il y avait un dune buggy qui marchait 65 km au gallon, mais au gallon d'eau de mer ou d'eau de pluie. Alors, malheureusement pour lui, il a publicité ça, puis il ne s'est pas rendu compte de l'effet, parce que comme tu dis, les conglomérats, l'OPEP, etc., c'est sûr que si on vient jouer dans leur plate-banque et que leur revenu tombe à zéro à partir de milliards et milliards de dollars, le monsieur, qu'une fois que ça a été médiatisé, il y a eu des gens qui se sont intéressés, des équipes techniques d'Angleterre qui ont été le voir, etc. Il est passé au salon de l'auto aux États-Unis et ça a duré un seul cycle, et non pas 8 cycles ou 32 cycles. Il était sur le point de vendre son système à l'armée américaine, mais c'était justement par hasard, avant qu'il finisse par fermer le deal. Il s'est fait empoisonner dans un restaurant par accident. Il est mort par, on dit, de crise cardiaque ou autre. Mais non, l'anévrisme. L'anévrisme, c'est ça. La version officielle, c'est l'anévrisme, mais c'était lui est sorti du restaurant en disant « on m'a empoisonné, on m'a empoisonné ». Ouais. Mais il faut faire attention parce que justement, quand on donne le coup de pied sur un nid de guerre, il faut s'attendre à The Empire Strike Back, hein, Retaliation, c'est bien évident, mais il faut faire des choses intelligentes. Puis si on peut entrer avec un pas créatif, puis mettre des partenaires qui veulent contrôler, mais qui vont nous laisser mettre nos choses parce qu'ils vont contrôler une petite partie, à ce moment-là, c'est peut-être la manière intelligente de faire les choses, parce que sinon, à toute fois que quelqu'un a une nouvelle idée et qu'il est très intelligent, il va être contre l'ordre de ci, l'ordre de ça, le collège de ci, le collège de ça. Puis au bout de la ligne, bien, ces personnes-là vont être mises à l'index parce qu'ils viennent trop menacer l'establishment qui est en place et qui contrôle et qui dirige tout par le One All Seeing Eye. Oui, Alors, mais au lieu d'être au-dessus d'une gang de personnes qui ne sont pas capables de mettre du pain sur leur table, parce qu'il faut être conscient qu'il y a plus que la moitié de la planète qui ne mange pas à leur faim en ce moment, si ces dirigeants-là étaient à la tête d'une gang de millionnaires, parce que leurs ressources, on peut les utiliser comme collatéral pour pouvoir faire des choses incroyables qui vont être durables au lieu d'être des choses qui vont obsolètes, puis avec une fin voulue, l'obsolescence programmée. On était capable de faire des frigidaires, on parlait de ça en attendant que tu arrives tantôt. On était capable de faire des frigidaires qui étaient capables de durer 50 ans, il n'y a pas si longtemps, mais aujourd'hui on a perdu la recette. Les Romains étaient capables de faire des routes qui sont encore en bon état en ce moment. On a perdu le chemin quelque part. Il y en a qui auraient des croûtes à manger. Parce que... Mais les mêmes Italiens, c'est drôle, ils ont perdu la recette quelque part. Ouais. Peut-être que c'est plus payant, je sais pas. Mais je pense que ça serait plus payant si on arrêtait de tout le temps refaire puis reconstruire la même connerie, puis qu'on construisait une économie vers laquelle on peut avoir de l'abondance. On pourrait peut-être... Moi, j'ai des plans dans ma petite tête qui feraient en sorte qu'on n'aurait plus de limites puis qu'on ne serait même pas limité à la petite planète Terre. Le problème qui arrive, c'est que si on n'est plus limité, il y aura des personnes qui vont perdre leur job parce que les autres ils sont bons à dire aux autres quoi faire puis les contrôler. Puis ce qu'ils disent, c'est ils ne peuvent pas passer par eux-mêmes. Pauvres d'eux autres, ils ne savent pas ce qu'ils font. Fait qu'on est obligé d'intervenir pour leur dire quoi faire parce qu'ils ne comprennent pas la grande idée générale. Puis on est obligé de forcer à penser pour eux autres, malgré eux, pour eux-mêmes leur imposer des choses. C'est quand même un peu triste que ça arrive. Je ne veux pas imposer rien à personne. Non, je ne parle pas de toi, là. Non. Je parle de ce qu'on vit tous les jours, qu'il faut remplir un rapport. On n'est plus capable d'aller au petit coin sans payer une taxe et remplir un rapport d'impôt là-dessus, ça n'a pas d'allure. Faut que tu payes de l'impôt pour l'air que tu respires, non? On a dit en passant que si des gens développaient des technologies d'énergie libre, bien là, ils vont tester quoi? Le kilométrage pour le pavé utilisé. Parce que là, si on ne peut plus taxer, exemple, la gasoline ou l'électricité, à ce moment-là, il faut trouver une manière de générer des revenus pour faire vivre de la grosse machine. Mais ça, c'est comme une pyramide qui essaie de tenir sur le nez
au lieu d'avoir une base solide vers un apex, c'est exactement le contraire qui arrive. Donc ça, c'est un peu triste parce que la plupart des gens, ils ne sont pas au courant de toutes les conspirations, les conglomérats, les complots, la corruption qui existe à un niveau tellement élevé là, qu'il y a dans la vie, tu es mené ou tu mènes. Hein? J'ai présenté mes technologies à des joueurs clés, OK, en Californie, pour leur dire qu'il y avait une solution simple pour leur produire de l'eau en quantité illimitée. Puis ils m'ont dit it's business as usual. Non, la réponse n'a pas été exactement ça mot pour mot, mais c'est ce que ça voulait dire. Faut pas que tes idées se stabilisent avec tes nouvelles idées folles, parce que si tu arrives avec ça, tu chambranles toute leur vie, puis ils vont être obligés de tout repenser quelque chose que pour eux autres, c'est facile. Ils rentrent dans les souliers de l'autre, puis ils continuent business as usual, puis ils continuent à exploiter tous les autres. T'sais. La personne la plus exploitée dans le monde dans lequel on vit en ce moment, c'est la femme. Ces fous-là veulent garder le monde pauvre puis sur leurs genoux pour pouvoir avoir des femmes pas chères pour de l'argent, quand en réalité, je veux dire, ils ne peuvent pas être heureux avec une femme ou une prostituée. C'est dommage. Mais c'est dommage, mais ce que je peux dire, c'est que d'ailleurs, mon ami Jean-Claude Lard, il a fait un film très intéressant là-dessus, parce qu'il y a des gens, des fois, qui vivent des conditions qui sont totalement non acceptables, puis ça fait partie des tabous de la société, puis souvent, il y a des gens qui disent, moi, je suis un rebelle, puis je vais en parler de ça, puis des fois, tu ne fais pas l'unanimité, mais des fois, 20 ans après, avec du recul, ils disent, wow, c'était pas si pire finalement, parce qu'il fallait que quelqu'un prenne le micro pour parler de quelque chose que personne ne veut parler, tout le monde sait que ça existe, mais on va mettre ça dans un petit corridor, un petit couloir, puis on va mettre quelque chose par-dessus, puis c'est pas si grave, on ne peut pas rien faire pour ça. Mais dans le fond, on peut tout faire quelque chose pour ça. C'est juste de vouloir casser les patterns, les comportements, les attitudes, puis dire, donc, on met nos culottes, là, on va s'assumer, puis on va faire telle chose. Puis c'est sûr qu'on ne fera pas l'unanimité, parce que ceux qui bénéficient du déséquilibre, eux autres, ils vont être contestataires, parce qu'ils vont dire, hey, j'étais en position de pouvoir, j'avais ci, j'avais ça. Puis là, avec tes idées un peu marginales, tu viens tout de faire mon château de cartes qui était facile, que tout ce que j'ai à faire, c'est collecter à différents niveaux, en faisant croire aux gens qu'on a un gros déficit, en faisant croire aux gens qu'on n'a pas de ressources, en faisant croire aux gens que c'est normal de dominer la femme, parce que finalement, elle n'est pas si intelligente que ça. Mais écoute, citez-moi pas hors contexte. C'est moi qui fais le film, je ne me citerai pas en contexte. Mais ce que je veux dire, c'est que ça fait 50 ans que les femmes ils peuvent voter. C'est malade. Qu'une femme noire est acceptée à l'université. J'ai vu un film, là, Eden Figures. On n'a pas évolué dans le bon sens. On a évolué dans le mauvais sens. On a progressé à certains niveaux technologiques. Puis là, en passant à ma dernière question, parce que je sens que ça va finir, est-ce que tu as des idées, toi, sur la vie ailleurs? Parce que on se fait dire qu'il y a deux dichotomies. Là. On est athée, le bon Dieu n'existe pas, ou il y a quelque chose. Il y a quelque chose, mais là, il y a les anges et les archanges. Puis, on est tout seul dans le centre de l'univers. Puis là, Galilée et Copernic, ils ont dit, ben, sais-tu quoi, la Terre, c'est peut-être pas le centre de l'univers. Peut-être que la Terre, elle tourne autour du Soleil, puis le Soleil, il tourne dans la Voie lactée, puis la Voie lactée est dans M5, puis M5, il n'a pas dit ça, là. Non, je ne savais pas, mais on se comprend. Alors, c'est sûr qu'on se fait dire, non, le projet Blue Book, ça n'existe pas, la menace extraterrestre n'est pas une menace pour le peuple américain, ça c'est la conclusion officielle, ils n'ont pas dit que les soucoupes volantes n'existent pas. Ils ont dit, le phénomène extraterrestre n'est pas menaçant pour les États-Unis. C'est sûr que les soucoupes volantes existent, puis je suis convaincu que les Américains en fabriquent. C'est pas un problème. Area 51. Oui, mais je veux dire, la première question, c'est est-ce que la vie existe? Est-ce que, pour moi, premièrement, la vie est parfaite, les lois sont éternelles, puis le pire ennemi, je crois en Dieu. Je crois en la source, si vous préférez pas l'appeler Dieu. C'est plus ajusté, ça. Non, mais pour moi... C'est la même chose. Dieu ou la source, c'est important d'être conscient qu'il y a une source qui nous alimente constamment en énergie. Même les plus grands scientifiques qui existent, comme Nassim Haramein, que tu connais probablement. Que tu peux rencontrer dans 2-3 mois avec mes contacts, parce qu'il s'en vient à Montréal, puis là, je vais avoir un lead avec toi. J'avais comme l'intention d'organiser une petite rencontre, mais anyways. C'est un génie qui a réussi à faire le lien entre la physique quantique et la physique relativiste d'une façon tellement élégante, parce que tout ce qui est naturel, en réalité, est simple. Puis ce qu'il a démontré, c'est qu'en réalité, le lien entre les deux était simple. Einstein avait mis sur la table déjà les équations, puis tout ce qu'il fallait pour pouvoir faire le lien entre les deux, mais il ne comprenait pas encore le phénomène du trou noir assez pour pouvoir... On n'en avait pas vu à cette époque-là, ce qui fait que même si ces équations parlaient du trou noir, il disait oubliez cette partie-là parce que c'est quelque chose qui ne fait pas de sens pour l'instant. Tandis que Nassim puis
les plus grands scientifiques ont démontré que ce qu'on considère comme le vide, l'espace entre nous deux, en réalité, ces gens-là ont démontré que la densité de l'énergie dans laquelle on baigne est pratiquement infinie par rapport à l'aspect matériel qu'on considère la réalité. Même lui, Nassim, dit pourquoi on attache autant d'intérêt à ce qui se passe dans le monde matériel, qu'en réalité, tout se passe à un autre niveau. Si on est capable de prendre conscience puis contact avec notre être intérieur, on a un univers infini à l'intérieur de nous qui est en contact avec l'univers infini à l'extérieur. Si on va à l'intérieur, on est capable de connecter as within, so without. On est capable de connecter avec l'infini. Puis moi, personnellement, c'est juste parce que je savais que je savais rien que j'ai réussi à avoir ces idées-là, en réalité. Puis j'ai été guidé aussi par un certain message qui s'appelle le message du Graal, qui m'a inspiré d'une façon incroyable, qui m'a permis de comprendre qui était Jésus, qui je suis, d'où je viens, où on s'en va, puis c'est quoi notre rôle. Je pense que l'être humain, on est un être spirituel et non pas divin. On est une créature de Dieu qui a un potentiel beaucoup plus grand qu'on peut imaginer si on prend conscience de qui on est réellement. Puis on est ici pour amener le paradis sur terre, puis on est les seuls à pouvoir le faire. Il y a des êtres vivants en quantité inimaginables qui sont en train de mourir en ce moment, qui sont venus sur terre, qui ont pu être créés à une époque où l'être humain était plus connecté avec la nature. Il y a eu un déséquilibre parce que pendant des millions d'années, l'être humain a focusé seulement sur l'aspect matériel. C'est pas d'aujourd'hui qu'on est seulement axé sur l'aspect matériel à court terme. L'adoration du veau d'or, ça remonte à longtemps quand même. Encore à l'époque, Ouais. pour avoir la femme facilement, Ouais. on pensait que c'était avec l'argent qu'on pourrait avoir la femme facilement. Puis on a créé l'enfer parce qu'en réalité, on n'a pas la femme qu'on voudrait avoir, qui est une femme vraie, qui est une femme inspirante. Oui, ça je comprends. Tu dis, c'est exemple, bon, qu'on a notre potentiel intérieur, puis on est effectivement une partie de la parcelle divine qui est la source. Je suis bien d'accord. Moi, je sais que mathématiquement, dans mon livre, j'ai marqué ici qu'une petite parcelle de l'infinité équivaut à l'infinité. Mais mathématiquement, si tu fais 1 sur l'infini fois l'infini, si tu fais ça avec les deux infinis, tu arrives à 1. Mais le 1, c'est le tout manifesté, qui est la séparation et le tout en même temps. Donc la parcelle, la goutte d'eau et l'océan en même temps. On est une créature. Il faut être conscient. Parce que si tu grimpes un arbre, okay, tant et aussi longtemps que tu t'accroches à des branches, tu vas t'élever. C'est la même chose sur le plan spirituel. Tant que tu es conscient que tu es spirituel puis que tu utilises les outils qui te sont donnés par la vie, tu vas pouvoir t'élever. Mais si tu t'imagines être d'essence divine, tu vas être exterminé comme les Atlantes ont été exterminés parce qu'ils s'imaginaient, ils ont permis, les dirigeants de l'Atlantide ont permis au peuple de s'imaginer qu'eux autres étaient divins. Juste pour cette petite raison-là, un peuple qui était extrêmement plus évolué que nous autres a été éliminé. Oui, mais il y a des gens qui me parlent et disent, de la façon que tu parles, Michel, c'est comme tu dis, c'est que tu es Dieu. Je dis non, je ne suis pas Dieu, je peux être semblable à Dieu. Tandis que si tu es la créature du Créateur, le Créateur peut t'avoir fait à son image, mais quand tu es ça et que tu rends hommage à ta création, ben, tu peux avoir beaucoup de gratitude. Et quand tu manifestes ça, tu deviens un émissaire de la densification de cette énergie-là qui est très subtile, mais pour amener le paradis sur Terre. On est une lentille, on peut être comparé à une lentille. On est traversé par une énergie infinie. Si on sème l'amour au plus profond de nous-mêmes, on ne peut pas se poser la question. Quand tu sèmes une carotte, tu sais que tu vas récolter une carotte. Tu ne peux pas t'attendre à récolter. Ça, moi, je dis la même chose que toi. Tu as dit si on sème l'amour. Je le dis dans d'autres mots. Je veux juste compléter ce que tu es en train de dire. Mais je veux juste répéter, parce que toi, tu as dit si on sème l'amour, puis moi, je dis si on sème. Et moi, c'est S-A-I-M-E. OK, toi, c'est S-E-M-E. Mais les deux, c'est complémentaire. C'est la même chose. C'est la même chose. Je trouve ça très intéressant. Ça doit commencer par soi parce que souvent, on se juge au lieu de s'aimer. Puis c'est ce qui fait la barrière parce qu'on s'entoure de murs qui nous limitent dans notre champ d'action. Et qui nous séparent aussi. Donc là-dedans, il y a un truc, c'est qu'on est totalement influencé à croire et penser qu'on est séparé du tout. Et on n'est pas du tout séparés. Exact. OK? Et on est temporairement séparés. Et quand on n'est pas capable de faire la jonction
entre l'ego, l'individu et l'esprit, l'intemporel, à ce moment-là, on a l'illusion que la matière ne fait pas partie de moi, puis que ça, c'est un médium totalement séparé, mais on vit dans une espèce de matrice qui fait en sorte qu'on vit une illusion qui était réelle. Mais c'est quand même une illusion parce que quand on est dans un dogme de croyance et de concept, je sais qu'il reste 2 minutes, on doit simplement comprendre que finalement, il y a un mouvement planétaire qui descend et qui allume certaines personnes et d'autres non. Et on sait que sur l'escalier qui mène vers la conscience totale, tout le monde n'est pas sur la même marche. Et quand il y aura des grands changements imposés par l'extérieur, pas par l'humanité, mais par des choses plus grandes que l'humanité, si on est dû pour un changement, la Terre peut s'auto-épurer de tous les éléments qui sont... Elle va s'épurer. L'intensité de l'énergie vitale s'intensifie continuellement. Quand on a mis Jésus sur la croix, laisse-moi finir. Quand on a mis Jésus sur la croix, Jésus qui est le Fils de Dieu incarné sur terre, qu'on a mis sur la croix, qui est le symbole vivant de la vérité, qui représente en réalité le message que lui-même nous a apporté, on l'a tué de la façon la plus cruelle qu'on ne peut pas imaginer, sur le symbole qui représente le message qu'il est venu nous apporter, qui était le seul chemin pour nous permettre de devenir libres. Puis, en réalité, tout ce qui est venu nous enseigner, c'est qu'il faut être naturel et simple. Mais le pire ennemi de Dieu, le pire antéchrist, c'est la religion catholique et les autres religions. Puis, Ils sont imitatifs. Ils se sont mis entre nous et Dieu, entre nous et la source. Ce qui nous empêche, le pire ennemi de l'être humain, c'est de croire aveuglément des choses impossibles, comme imaginer que Jésus n'avait pas besoin de Père. Les lois de Dieu sont éternelles, ils sont parfaites. Même Dieu, dans sa perfection, ne peut pas aller contre ces lois qui sont parfaites et éternelles. De s'imaginer que Jésus est venu sur la terre pour prendre les péchés des hommes sur ses épaules. S'il avait fait ça, on serait dans le paradis en ce moment, parce qu'il n'y en aurait pas eu de péché par la suite. Quand on voit qu'en réalité, on a créé un gouffre en coupant le lien entre nous et la source, en tuant Dieu incarné sur terre de la façon la plus cruelle et folle qu'on peut imaginer. Écoute, pour moi, la clé pour faire la différence entre ce qui est vrai et ce qui est faux, c'est simple. Il faut que ce soit simple et naturel. Quand c'est simple et naturel, même ce qu'on a de la Bible comme message, si on fait juste regarder dans tout ce qu'il y a là-dedans, ce qui est simple et naturel, on peut extraire les joyaux qui sont à l'intérieur de ce message-là. Puis honnêtement, merci de m'avoir permis de faire la présentation. Puis pour moi, une des raisons pour laquelle je trouve que c'est très intéressant ta formule, c'est que c'est simple et naturel de pouvoir transmettre d'une façon orale de l'information, contrairement à le faire d'une façon écrite, parce que la vibration, l'intonation, l'émotion peut être transmise, puis la personne qui reçoit a seulement à vibrer puis à se laisser pénétrer par ce qui est dit, contrairement à la façon écrite, qui est une façon très intellectuelle de transmettre l'information, puis qu'à venir jusqu'à pas si longtemps, c'était la seule façon de transmettre l'information. C'est parce qu'elle est personnalisée, parce que quand tu lis quelque chose, tu regarderas ça avec toi. Si, exemple, toi, tu as écrit un livre, puis moi, je lis ce livre-là, si j'étais dans mon psychisme total, quand je lis le livre, c'est toi qui l'as écrit, je devrais entendre ta voix à toi qui le lit, te connaissant. Mais tous les gens font des erreurs de transposition, puis s'ils le lisent, ils se le lisent à eux-mêmes avec leur voix. Mais toi, si ça, c'est comme une bobine de film, là, je m'excuse, mais quand je prends le livre ici, puis je lis, là, j'essaie de faire l'exercice, là, puis moi, je mets ta voix là-dessus, puis là, c'est toi qui parles. Mais les gens font pas ça dans leur vie, puis l'acteur devient le rôle, et il y a une confusion totale. Puis la religion, en passant, ça veut dire religarer, en latin, ça veut dire relier. Techniquement, théoriquement, ça essaie de relier l'individu à la source, mais dans le fond, ça maintient une séparation totale que c'est impossible d'aller au-delà d'une certaine norme de compréhension parce que tu es maintenu dans un dogme d'ignorance et de contrôle par des préceptes, par des façons d'être et par des façons de se faire diriger notre vie. Exact. Donc là, on a dit la même chose. Et moi, j'ai aimé le meilleur segment, c'est quand tu viens de faire ça ici et quand tu as dit, tu vas donner la main. Puis la troisième chose, c'est quand tu as fait le dernier petite différence, là, quand tu as dit un film, c'est vibratoire, tu as l'émotion,
tu as la vibration, tu as des modulations, et ça, quand tu lis un livre, tu ne l'as pas du tout, ça. Exact. C'est comme être en noir et blanc par rapport à ta couleur. Alors, on va faire un film en couleur, mais ça va être les couleurs de l'esprit. Alors, Good. ça fait un grand plaisir de te rencontrer. Merci. J'espère qu'on va pouvoir se revoir On va faire ça. à l'avenir, puis qu'ils vont me laisser vivre jusqu'à la prochaine. Parfait.